Bonjour à tous, nous sommes là car le 4 novembre dernier, dans l'après-midi, un MiG-29 a été perdu à l'entraînement sur un vol de routine en Inde. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce qu'il y a de nombreuses images qui nous montrent le pilote sous parachute, avec, regardez, un truc qui pend en dessous, mais également son avion, le MiG-29, en vrille à plat, digne du Top Gun 1, et parce que cela va nous permettre de rebondir sur l'actualité, d'essayer de comprendre un petit peu comment l'avion a pu se retrouver dans cette situation, mais surtout, alors que nous sommes beaucoup concentrés ces derniers temps sur l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient, prendre un petit peu de recul et regarder l'état de l'armée indienne. Allez, jingle. Débrief ne vous propose pas que des formats en présentiel pour réunir vos équipes, les dynamiser, parler de leadership, de followership, d'alignement ou de sécurité. Nous vous proposons également en distanciel des conférences, des cours en ligne, mais aussi des workshops où certains de vos collaborateurs doivent piloter les avions, le tout dans un environnement spécialement mis en place pour faire travailler le collaboratif en distanciel. Même Forbes en avait parlé il y a quelques années. Alors n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site debrief.org afin qu'on se retrouve très rapidement en vidéo. Le plan va être en trois parties. Dans un premier temps, l'armée de l'air indienne. Dans un deuxième temps, le MiG-29 et surtout la version utilisée par les Indiens. Et dans un troisième temps, nous allons analyser, essayer de voir ce que l'on peut faire dire à ces images. Allez, c'est parti avec l'armée de l'air indienne. L'armée de l'air indienne a été créée le 8 octobre 1932. À l'époque, forcément, il y avait les Britanniques, l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. En 1947, les Indiens récupèrent leur indépendance. En 1950, ils créent officiellement ce qui est connu aujourd'hui comme l'armée de l'air indienne. 170 000 hommes en 2024, 140 000 réservistes, 1920 aéronefs, plus ou moins 100 en fonction des sources, mais surtout une estimation de 900 avions de combat avec une flotte assez hétéroclite. L'armée de l'air indienne a connu 4 guerres avec le Pakistan et rappelez-vous, il y a quelques années, un F-16 pakistanais avait même ouvert le feu et détruit un MiG-21 indien qui avait poursuivi au-dessus de son territoire. Bref, il y a régulièrement des tensions, vous avez forcément entendu parler du conflit autour du Cachemire. Pour la petite histoire, vous pouvez postuler en tant qu'officier pilote à partir de 16 ans et demi en Inde et il faut moins de 23 ans et être célibataire. En mai 2022, l'Inde a macaronné sa première femme pilote de combat qui est sur hélicoptère. À l'image de nombreuses armées occidentales, l'armée de l'air indienne souffre d'une pénurie de chasseurs. Vous avez 31 escadrons là où il en faudrait 42. 42 qui était le nombre d'escadrons qu'ils avaient en 1996 et qui est leur objectif. Vous avez une flotte assez hétéroclite avec d'un côté ce qu'ils ont de plus moderne, le Rafale, 36 à l'heure actuelle. Ensuite, le gros de leur armée de l'air, c'est le Sukhoi 30 MKI avec 260 Sukhoi 30, cet énorme chasseur. Après, derrière, vous avez le MiG-29 qu'ils appellent de base, le Faucon, avec une version spéciale, on va revenir dessus. Et ensuite, ils en ont 69 au standard UPG. Et ensuite, derrière, ils ont 55 Mirage 2000 qu'ils appellent les Vajra et qu'ils ont transformé vers une version qui ressemble au Tir-S1 avec des capacités air sol. À côté de ça, depuis 2016, ils ont leur Tejaz qui est de fabrication locale, HAL. Ils en ont 123 en commande et c'est opérationnel depuis maintenant bientôt une décennie. Il leur reste des Jaguars, 139 sur le papier, mais également des MiG-21. Certains ont été retirés du service, mais ils en ont gardé certains, 125 initialement, au standard Bison, Fox Tree Shooter comme on dit, avec des capacités RR intéressantes. Les MiG-29 ont d'ailleurs récemment changé de base, ils sont partis à la base de Nal. Alors regardez cette image, vous voyez que les bases indiennes, elles sont soit du côté de la mer, soit face au Pakistan. Et notre MiG-29, il a décollé de la base d'Adumpour, située à 236 mètres d'altitude et à 100 km seulement de la frontière pakistanaise. Une distance parfaite pour pouvoir rapidement intercepter un aéronef ou être facteur. Comme à Marseille, c'est une piste 13-31, 2755 mètres de long. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle base, c'est la deuxième plus grosse base de l'armée de l'air indienne. Et cette base a une spécificité, c'est pas d'accueillir le 47e et le 223e escadron, chacun équipé de MiG-29, c'est d'avoir des hangars souterrains
enterrés afin d'y protéger les MiG-29 et les MiG-21. Et oui, les Indiens sont des petits malins et enterrent une partie de leurs avions, ce qui est pas mal contre les drones ou contre des attaques éventuelles. C'est plutôt une situation d'avenir quand vous êtes basé à quelques minutes de vol de la frontière. Alors le MiG-29, vous le connaissez bien, d'un design des années 70 avec les premiers vols en 77, opérationnel en 83, 1600 avions fabriqués, différentes versions, la M pour la version modernisée, la K pour la version embarquée, là c'est l'aéronavale indienne, c'est autre chose que l'armée de l'air, et après des versions plus modernes comme le MiG-35. 30 pays ont été ou sont utilisateurs du MiG-29, et en 2024, on estime qu'il y a environ 809 avions, alors peut-être 808 maintenant, en service à travers le monde, ce qui en fait le 5e avion le plus populaire en 2024. Le premier, à votre avis, c'est lequel? On va voir si vous êtes fort, mettez-le moi dans les commentaires. On entend parler en Ukraine, vous l'aurez compris, c'est le F-16, avec 2100 avions en service en 2024. Ensuite, derrière, ça serait le Sukhoi 27, avec plus de 1000 avions. En troisième, le F-15, 941 avions en service en 2024. Derrière, le F-18, 863. Alors, pourquoi? Le F-18 est utilisé dans de nombreuses armées de l'air, c'est pas que un avion embarqué. Et après, vous avez avec 809 ou 808, MiG-29, suivi par le F-35 et le Typhoon avec 553. Ça, c'était pour le concours de volume. Mais le MiG-29, à la base, fait 11 tonnes à vide, 18 tonnes en masse max, et propulsé par 2 réacteurs qui peuvent pousser chacun à 8 tonnes avec la post-combustion, et surtout atteindre max 2,3, ce qui est bien plus rapide que le Rafale, car à l'époque où il a été fabriqué, il existait des bombardiers très rapides, et il fallait des intercepteurs capables de faire 2 fois la vitesse du son, comme le Mirage 2000 par exemple. Toujours est-il, la version UPG, elle a été introduite à partir de 2011. C'est un programme de près de 900 millions de dollars à l'époque pour changer le radar, avoir un super radar multimode, avoir l'équivalent un petit peu d'un optique secteur frontal, une capacité à détecter des avions grâce à une sorte de caméra sur le nez de l'avion, transformer l'avion en OTAS, Hands-on Throttle and Stick, donc pouvoir tout contrôler sans avoir à bouger les mains dans le cockpit dans tous les sens, ce qui est très pratique et ce qui vous permet d'aller plus vite, et aussi avoir un glass cockpit, ce qui n'est pas du luxe si vous voulez être efficace de nos jours. En plus de tout ça, version intéressante, regardez, vous avez ces réservoirs de ce qu'on appelle des CFT, et en plus un brouilleur, le ELT 568, ce qui fait que votre avion à vide est un peu plus lourd que la version de base. On est sur du 11 tonnes 6, mais surtout avec des moteurs un peu plus puissants. Vous allez à 21 tonnes de masse max au décollage. Donc on est en gros, pour ce MiG-29, qui normalement est le petit chasseur, hein, comparé à un Sukhoi 30, c'est pas la même chose, vous êtes en gros sur le gabarit, sur la masse d'un Rafale. Alors l'armée de l'air indienne, ce n'est pas sa première perte de l'année, et c'est d'ailleurs ce qui fait parler en Inde. Le 2 septembre dernier, un MiG-29 a déjà été perdu. Et début juin, c'est un Sukhoi 30 MKI qui, lui, de son côté, a été perdu. Et pour rappel, ce sont tous des bimoteurs. On a quand même, normalement, moins tendance à perdre des bimoteurs que des monomoteurs. Mais regardons les images en détail. Sur ces images, vous voyez le pilote, son parachute, et en dessous, le radeau de survie, son dinghy, comme on dit. Ça veut donc dire que le pilote a eu le temps de s'en séparer, ce qui est mieux pour votre atterrissage, car vous avez, comme on dit, une vitesse verticale, une VZ qui est très forte avec ses parachutes hémisphériques. Pour la petite histoire, ces parachutes ont différentes couleurs. Vous avez du blanc, vous avez du vert, vous avez du beige, vous avez de l'orange. Pour une raison très simple, une fois au sol, fonction de votre situation, fonction du lieu où vous êtes, votre état final recherché, votre objectif peut être différent. Si c'est temps de paix dans votre pays, vous voulez être repéré. Donc vous allez mettre en avant, utiliser le tissu de votre parachute de couleur orange pour attirer l'attention des secours. Si vous êtes de l'autre côté de la frontière, que vous voulez vous cacher, vous êtes dans la neige, vous vous cachez derrière la partie blanche du parachute. Vous pliez votre parachute en fonction. Pour ça, les enfants, qu'il faut bien apprendre à faire son lit. Ok, je vais trop loin. Si vous êtes dans une zone tempérée, c'est plutôt du vert. Et si vous êtes dans le désert, c'est couleur sable. C'est pour ça que ces parachutes hémisphériques ont différentes couleurs. Vous allez avoir l'impression de sauter de plusieurs étages. Il est donc classique pour les pilotes de se blesser lors de cette phase-là, surtout que nous n'avons pas un entraînement énorme au parachutisme avec parachute hémisphérique. Vous en faites lors de votre classe. Après, derrière, pendant votre formation, on ne vous refait pas faire
de l'entraînement au parachute. Là, nous avons affaire à un Wing Commander, quelqu'un qui a été macaronné en 2008, qui a plusieurs années d'expérience, et donc il est probable qu'il ne s'est pas entraîné à s'éjecter comme ça, à se poser sous parachute depuis une bonne quinzaine d'années. Ça rappelle peut-être le roulé-boulé à certains d'entre vous. On voit donc qu'il a pu s'éjecter normalement dans de bonnes conditions, puisqu'il a pu détacher son dinghy, faire ses actions vitales sous voile. Pourquoi c'est important d'en parler? Eh bien parce que maintenant on voit ces images en vrille, et vous comprenez pourquoi nous avons des procédures sur la plupart des chasseurs qui vous disent que si vous n'avez pas le contrôle de l'aéronef en passant 10 000 pieds sol, il faut sortir. C'est parce que en vrille, un avion de chasse, ça tombe très fort. Donc vous voyez cette vitesse verticale, eh bien si vous décidez de vous éjecter, vous allez devoir lutter contre cette vitesse verticale de l'avion. Donc imaginons, vous tombez à 3000 mètres par minute, à 10 000 pieds vario, ce qui est probablement pas loin là pour ce MiG-29. Vous chutez comme ça, vous décidez de vous éjecter, votre vitesse initiale avec le siège va partir, votre référentiel, ça sera moins 10 000 pieds vario. Et donc, si en vol rectiligne horizontal, il y a de la vie avec votre siège éjectable, on va dire à 100 mètres sol, et bien là, si vous êtes à 100 mètres sol, mais 3000 mètres par minute de vitesse verticale, là, ça ne passe pas. Il faut s'éjecter beaucoup plus haut, à plusieurs milliers de mètres. Donc, on a des abacs, on a des cartes, des abacs à connaître pour savoir quand s'éjecter. Généralement, dans l'armée, vous avez perdu le contrôle de votre avion. 10 000 pieds pour les avions de 3e à 4e génération. Des fois, c'est un petit peu moins pour d'autres avions. Il va falloir sortir. Ce qui nous amène à prendre un peu de recul par rapport aux déclarations officielles de l'armée indienne qui dit que le pilote s'est éjecté après avoir orienté son avion vers une zone où il pouvait s'assurer que l'avion ne ferait pas de dégâts et pas de victimes au sol. Là, je suis désolé, j'ai absolument rien contre les Indiens, mais je vais être obligé de dire... Pourquoi? Eh bien parce que là, clairement, vous ne pouvez pas vous éjecter à une distance suffisante et savoir que l'avion ne va pas taper des habitations en dessous. Surtout, vous avez vu la densité de population. Néanmoins, c'est important de le savoir, dans sa prise de décision, normalement, un pilote de combat, son objectif numéro 1 de nos jours, c'est la sécurité. Comment est-ce qu'il articule tout ça? En 1, je veux tuer personne au sol. Ça veut donc dire que je vais m'éjecter à un moment où j'estime que mon avion, si je l'ai sous contrôle, ne va pas venir taper les populations au sol. C'est pour ça qu'on a même des zones préférables d'éjection. Typiquement, moi j'étais basé à côté de la mer, on allait s'éjecter si besoin avec le cap vers l'océan. Dans un deuxième temps, vous ne voulez pas mourir, ce qui veut donc dire éjection. Vous avez vu, c'est important, c'est 1, je tue personne au sol. Si je peux, j'oriente mon avion dans une direction où c'est bon et je m'éjecte. D'ailleurs, souvent on va couper les gaz, couper la propulsion avant de s'éjecter pour éviter qu'il vole tout seul et qu'on ne maîtrise pas sa trajectoire. En numéro 2 derrière, donc c'est sa survie, son éjection. Et en numéro 3, la sécurité, c'est j'essaye de ne pas endommager mon avion. Mais si vous avez besoin de vous éjecter, souvent c'est que vous avez tout essayé et votre avion n'est plus contrôlable. Donc maintenant, un point important. Au moment où le pilote est sorti, cet avion n'était pas forcément en vrille. Pourquoi? Eh bien parce que, on l'a dit, au moment d'éjection, vous avez peut-être coupé les gaz. Au moment de l'éjection également, il va y avoir des forces qui peuvent mettre votre avion dans des positions inusuelles. Donc nous ne pouvons pas affirmer que le pilote est sorti alors qu'il était déjà en vrille à plat. Maintenant, est-ce que c'est possible, voire probable? Oui, surtout qu'avec un bimoteur qui fonctionnerait normalement, la procédure en dessous de 10 000 pieds, ça risque d'être de sortir en cas de vrille à plat. Cette vrille à plat, ça vous fait forcément penser à Top Gun. Comme vous pouvez le voir, ça tourne très fort et c'est donc pas forcément évident de sortir. Pour la petite histoire, pour revenir sur Top Gun, à l'époque, vous aviez poignée haute, poignée basse. La poignée préférentielle pour l'éjection, c'était plutôt la poignée haute, car elle vous amenait à prendre une bonne position, vous regardez, vous calez votre tête et vous tirez le rideau. Ça vous mettait bien le tronc, le trachis dans la bonne direction avant de prendre un coup de pied d'entre 16 et 21 G aux fesses pour sortir de l'avion et éviter la dérive. Maintenant, sur les sièges modernes, vous n'avez plus que la poignée basse. Pour la petite histoire, quand vous allez chercher la poignée basse, vous avez votre main qui est là, votre autre main, vous allez tirer avec une main, vous mettez l'autre main, non pas comme ça, mais avec le pouce en dessous. Pourquoi? Pour limiter les risques d'avoir les bras écartelés lors de la sortie, lors de l'éjection. Essayez de garder les bras bien rentrés, les jambes bien rentrées. Sur certains sièges, vous avez ce qu'on appelle un rappel de bras, un rappel de jambes. Ce sont des câbles qui viennent vous saucissonner de manière à éviter de partir et de faire le pantin. Mais de base, on vient mettre son pouce et normalement, dès qu'on s'installe,
dans le siège éjectable, on prend la position d'éjection, on réfléchit dans quel cas on doit aller chercher la poignée, et c'est ce qui vous permet de prendre la bonne décision au bon moment. Donc en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement? Je crois qu'en 1, c'est maintenant de nos jours, attendez-vous à être filmé dans tous les cas. En 2, l'armée de l'air indienne est une flotte extrêmement hétéroclite, avec d'un côté du MiG-21, plutôt de vieille génération, qui ne doit être pas facile à maintenir en vol, et de l'autre côté, du Rafale et cette montée en puissance. Entre les deux, du matériel anciennement de construction, de design soviétique, flotte hétéroclite, flotte très nombreuse, grosse armée qui est en train de se moderniser. L'Inde est un pays dont on n'entend pas trop parler, mais qui est, je pense, à énormément surveiller pour la géopolitique des 20 à 40 prochaines années. C'est le pays le plus peuplé au monde maintenant. À côté de ça, brille à plat, avion qui n'est pas contrôlable, il faut sortir. Et il faut sortir assez tôt, car si vous attendez trop, la vitesse verticale de votre avion va vous faire sortir du domaine d'éjection du siège, et donc croire qu'il y a de la vie dès que je tire sur la poignée d'éjection, ce n'est pas vrai. Il y a de la vie dans une certaine enveloppe, et cette enveloppe dépend de la trajectoire de votre avion. Vous êtes sur le dos en train de piquer vers le sol, il faudra tirer plus haut la poignée que si vous êtes en montée initiale comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que si vous avez une panne complète des moteurs à basse altitude, on va tirer souplement sur le manche, essayer de faire une apex, essayer de redémarrer le moteur. S'il ne redémarre pas, en sommet d'apex, au moment où vous êtes le mieux d'un point de vue énergétique, hop, on oriente l'avion vers une zone non habitée et on sort. Rappelez-vous, 1, personne doit mourir au sol. 2, faut pas mourir. 3, on essaye de sauver l'avion. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur l'armée indienne, sur la culture de la sécurité également dans les armées, sur la gestion des priorités. C'est pas doute de dire faut voler en toute sécurité. C'est important dans sa tête d'avoir un alignement très carré sur comment est-ce que l'on applique cette culture de la sécurité dans notre quotidien. C'est d'ailleurs maintenant ce qu'on fait, ce pourquoi on accompagne les entreprises avec des briefs. Je vous dis peut-être à très bientôt dans votre entreprise, pourquoi pas pour une journée sécu, échanger autour de l'aviation militaire ou civile, ou en webinar, n'importe où sur Terre, en français ou en anglais. Je vous dis à très vite sur la chaîne, et d'ici là, fly safe.